soir, nous a fait la surprise de nous accueillir dans son potager à l'Assemblée nationale du Québec. Après notre longue journée de débats et d'échanges, ce moment magique passé dans le jardin, avec nos cellulaires comme seul éclairage, laissera certainement un joli souvenir dans notre album de photos. Nous entreprendrons le programme de ce matin par la synthèse des solutions. Cet exercice mettra en lumière la participation des jeunes à ce colloque. En effet, le comité organisateur a choisi de les mettre en valeur de façon inclusive, non pas en les considérant comme groupes distincts en raison de leur âge, mais en recrutant parmi les 18-35 ans des experts, conférenciers, entrepreneurs, animateurs, rapporteurs et participants qui ont tous insufflé leur énergie au colloque. Ce matin, les jeunes rapporteurs auront l'occasion de nous présenter, en synthèse, ce qui les a marqués, ce qu'ils ont retenu du colloque. Avant de céder la parole à Mme Geneviève Parent et M. Alexandre Mébec pour l'ouverture de notre dernière journée de travaux, nous faisons à nouveau appel à votre sens de la discipline pour respecter les délais qui vous sont impartis pour vos interventions, d'autant plus que nous accueillerons la ministre des Relations internationales et de la francophonie au déjeuner. Bonne journée. Donc, bonjour, je m'appelle Geneviève Laroche. Je suis chargée de projet à la chaire en développement international de l'Université Laval. Et je poursuis également un doctorat en agroforesterie dans la même institution. Donc, ce que je retire de ce colloque, premièrement, ce sont des preuves encore plus tangibles et profondes que mes convictions de départ, soit que l'intégration des arbres dans les systèmes agricoles fait pleinement du sens. Qu'on parle de système agroforestier ou plus généralement de système agroécologique. Je crois que la diversité, et le colloque m'en a donné plusieurs preuves au cours de ces 3 derniers jours, est la clé de la résilience de nos systèmes agricoles et humains face au changement climatique. Mais pour engager cette transition, notamment dans nos systèmes tempérés, nous avons besoin de nous déverrouiller. Et c'est la deuxième chose que je retiens de ce colloque. Les déverrouillages sont nécessaires entre chercheurs, entre praticiens, entre fermiers, fermières, paysans, paysannes. Nous avons besoin de nous reconnecter les uns aux autres. Et tout cela passe par une meilleure intégration de nos savoirs. L'intégration des savoirs est la troisième chose que je retiens et qui m'a beaucoup animée au cours de ce colloque. Donc, l'intégration des savoirs, certes, mais aussi d'une chose qui nous relie tous, soit celle du sens du sacré. Et je crois que les communautés autochtones, notamment au cours du colloque, l'ont très bien démontré. Donc voilà à tous, merci beaucoup pour votre participation et je cède la parole à mes collègues. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Cécile Dibornbay. Je suis une stagiaire sénégalaise Québec sans frontières. Une chose que j'ai retenue durant le colloque, c'est qu'on parle beaucoup de femmes, mais on ne fait pas la différence entre les femmes qui sont dans les villages et celles qui sont dans les villes. Mais pourtant, elles ne vivent pas la même chose, on ne vit pas les mêmes réalités, mais elles n'ont pas aussi les mêmes besoins. Mais ça pourrait être intéressant et mieux faire la différence dans le futur. Et une chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est quand une des panélistes a parlé des éco-minutes. On peut trouver ça peut-être dans les villages. Ça pourrait être une bonne chose pour les femmes villageoises. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Morgane Leclerc, je suis auxiliaire de recherche pour la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire de l'Université Laval.
et je suis également doctorante en droit sous la direction de Madame Geneviève Parent. Je travaille sur l'adaptabilité du droit international aux réalités semencières et normatives locales. Et pour effectuer ces recherches, j'ai la chance d'être intégrée dans un projet de recherche pluridisciplinaire et collaboratif du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, qui est basé à Montpellier, en France. Je vais effectuer la plupart de mes recherches en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et au Burkina Faso. La qualité et la diversité des interventions qui ont été présentées au cours de ce colloque m'ont permis, bien évidemment, de multiplier mes connaissances en sécurité alimentaire, mais aussi, je vous remercie, de renouveler mes réflexions sur mon projet de recherche. Et à ce titre, j'aimerais remercier particulièrement et une nouvelle fois Madame Sonko Mariama, qui, au cours de l'atelier sur le rôle des femmes en Afrique de l'Ouest, a dressé un tableau des connaissances qui sont détenues par les femmes à propos des semences, et qui a rappelé la diversité des stratégies de préservation de la diversité cultivée qui sont mises en œuvre par les femmes en Afrique de l'Ouest. J'ai également été particulièrement marquée par la séance plénière numéro 4, donc sur la diversité comme stratégie d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, au cours de laquelle il a été rappelé l'importance de la recherche sur des espèces dites secondaires ou délaissées, et l'importance de conserver les semences à la fois via des stratégies ex situ, donc dans des banques de gènes, et in situ, donc une conservation dynamique sur les parcelles. Aussi, au cours de cet atelier, il a été rappelé que la diversité des plantes résidait entre nos mains, que nous avons tous un rôle à jouer pour que la sécurité alimentaire et nutritionnelle soit atteinte, même dans une situation de changement climatique. Je vous remercie. Bonjour à tous. Moi, je me nomme Brice Ulrich Safoudjo. J'ai un doctorat en biochimie, spécialité sciences des aliments et nutrition. Je suis enseignant à l'Université catholique du Cameroun et également j'œuvre dans près de 6 sociétés professionnelles dans les domaines de la gestion des pertes post-récolte et de la malnutrition. Tout au long de ce colloque, où une tribune a été donnée à un jeune comme moi de pouvoir effectivement intervenir et participer, ce qui est vraiment rare et je remercie le Logique pour cela. Ça a été une opportunité pour moi véritablement d'apprendre, de mieux comprendre et de mieux appréhender ce que c'est que l'agriculture climato-intelligente. Ça m'a permis de découvrir l'agriculture urbaine et également de pouvoir mieux recentrer ma recherche. Parce que dans la majorité des cas, lorsque je conduisais ma recherche, je me focalisais beaucoup plus sur la personne. C'est-à-dire, les coproduits de ma recherche ne m'intéressaient pas. Aujourd'hui, je rejoins un peu Madame Charlotte Dufault, qui dit la terre et nourrir la personne et nourrir la terre sont les essences même de notre vie actuellement. Et dans cette perspective et dans cette logique, maintenant j'aimerais mieux m'inscrire dans une recherche climato-intelligente, comme je peux le dire ainsi, et je comprends pertinemment et plus que jamais que chaque coproduit que je jette fait souffrir un enfant dans le monde, que chaque coproduit que je jette impacte une région dans ce monde. Et pour cela, je vous remercie et j'aimerais effectivement, au terme de cette conférence, pouvoir ramener tout ce bagage que j'ai transporté ici et également la vision de tout un chacun ici. Merci. Bonjour, je m'appelle Catherine Mercier, je suis étudiante en agroforesterie à la maîtrise ici à l'Université Laval. Donc, ce qui m'a marqué un peu au cours du colloque, donc moi, effectivement, j'ai une approche, je m'intéresse à la question de la production alimentaire. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on continue à faire de la recherche pour rendre nos systèmes plus productifs, plus résilients au changement climatique et plus diversifiés surtout. Mais que c'est important de faire avec une approche vraiment participative et non pas... donc, il faut vraiment arrêter avec la recherche top-down. C'est vraiment important d'inclure les paysans et plutôt d'accompagner les gens dans leur démarche plutôt que d'arriver avec des projets vers le haut.
Et ça m'amène, je crois, à un concept dont on a beaucoup parlé au colloque, mais sans vraiment le nommer, parce qu'on a parlé de solutions holistiques, d'inclure justement les paysans, d'avoir plus de production vivrière. Puis selon moi, ça touche beaucoup à la question de la souveraineté alimentaire. Puis je pense que c'est un thème vers lequel on doit vraiment se pencher pour essayer de résoudre un peu tous les problèmes connexes là, auxquels on doit faire face. Donc, vraiment d'inclure la paysannerie, d'encourager la production de cultures vivrières au lieu de production exportatrice. Donc, je pense que c'est un sujet important. Merci. Good morning, everyone. So my name is Nedima Nebe. I'm a doctoral student at the McGill Institute for Global Food Security in Montreal. And there were a number of very amazing workshops and discussions that were held over the 3 days. So I want to give a big shout out to the scientific committee that organized all the speakers, and very great job. My personal highlight was, I think a number of other colleagues have mentioned it, but the discussion about the role of women in Africa's food systems. And there's been a lot of talk about that, but women are really at the front line in this fight against climate change and food security. And so there's a great importance to look at grassroots movements and how you can incorporate women's innovations and knowledge about these realities and these changing climates into interventions to deal with these issues. In the discussion about biodiversity, we also talked about the need for more participatory research. So being able to work with this women, not imposing structures of knowledge or onto farmers that are very, very aware of the situation that they're in, but instead finding ways to incorporate them into our research process to better arrive at solutions that are actually applicable to their environments. So I was also very interested in the way that that particular conversation about women's role in African food systems also looked into the role that the knowledge women know of post-harvest management, particularly post-harvest processing, and how by harnessing this knowledge, we can reduce or address post-harvest losses in African food systems. So my research kind of touches into that vein. So I'm working on the gender dynamics of post-harvest systems in Zambia by doing a case study of mushroom processing. So non-timber forest products like mushrooms contribute to livelihoods and nutrition security in northern Zambia and elsewhere around the world. So with my research, participatory approach, I really hope to gain knowledge of women, the knowledge they have of harvesting mushrooms and how they feel climate change might be impacting the seasonal distribution of these mushrooms, but also tap into their knowledge of post-harvest processing and how that can be used to reduce the issue of post-harvest losses, which has been identified as a very quick way, or one of the few overlooked interventions into improving food security in the global south. Et donc, bonjour, moi c'est Kabir Ibrahim Dambaria. Donc, je viens du Niger, donc je travaille dans une ONG locale qui s'appelle En avant pour un développement propre. Donc, je prépare ma thèse de doctorat sur la modélisation des systèmes d'irrigation dans les contextes du changement climatique des pays sahéliens. Donc, l'une de mes impressions de ma participation à ces colloques, c'est en fait la participation active de la jeunesse au niveau de cette question commune sur le climat et l'alimentation. Donc, j'ai eu la chance vraiment d'assister à plusieurs conférences que j'ai suivies avec beaucoup d'attention. Donc, en tout cas, présentées par des jeunes et par des chercheurs experts à la matière. Donc, je note vraiment des cas que j'ai vraiment, qui m'ont beaucoup impressionné, surtout le système alimentaire territorialisé ici au Québec, présenté par Madame Galia. Donc, c'est vraiment un système qui promet toute une échelle des solutions intégrées structurelles en matière de sécurité alimentaire partout dans le monde, dans les territoires québécois. C'est vraiment une approche qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a beaucoup intéressé. Donc, je pense que le travail doit être continué dans nos pays pour pouvoir identifier aussi les approches en fonction de nos réalités sahéliennes dans cette situation d'insécurité alimentaire. Donc, à la fin, en tout cas, au sortir de ces colloques,
en tant que jeunes qui travaillent dans une ONG locale. Donc, nous avons un devoir, en tout cas, d'interpeller nos décideurs politiques sur cette question d'intégration de la question de la sécurité alimentaire, le climat, et les questions d'adaptation au changement climatique et l'atténuation de l'atténuation. Donc, ceci, je vous remercie. Good morning, everyone. My name is Sara Pineda, and I am studying biology in Mexico City. Before I start, I would like to make clear that I will present a summary of ideas that arise from 4 Mexican women who came here to represent Mexico and Latin America. Well, we have been sharing knowledge between entrepreneurs, scientists, young people, and institutions. However, we need to go further. In first place, we truly believe that we need to find areas of opportunity to diversify these kind of events. Perhaps in the next symposium, more Latin Americans could join, since we are struggling with food security and climate change as well. This takes me to the second point. In order to do the analysis and discussion of food security more diverse and inclusive, we consider that it's essential to include people who are struggling the most in these issues, like farmers or members from native communities, people who don't have a voice yet. Scientists and decision makers need to attend real issues according to the necessities of the most affected people. We truly believe that a bottom-up decision-making process is key to achieve food security in a context of climate change. Finally, many of the problems related with food insecurity are based on the belief that humans are the most significant entity of the world. This belief must be taken into consideration if we want to build or strengthen environmental ethics, since it directly influences how humans relate to nature. Thanks to that, there has been a dichotomy between nature and society. Instead of thinking how are we going to manage biodiversity, first we need to include ourselves into biodiversity. This change of mindset is necessary to become aware of the impact of our consumption patterns, to value the food that we have on our tables. To achieve this, transdiscipline might be the option. We need to work further with other disciplines that could help to integrate cultural values into this matter. Gracias. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour me présenter brièvement, je m'appelle Solène Darexy. Je suis auxiliaire de recherche dans la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire à l'Université Laval, dirigée par Madame Parent. Et mes recherches se concentrent plus particulièrement sur le concept de terroir que j'aborde d'une manière un peu particulière puisque j'étudie le potentiel du droit international de la culture dans la protection du terroir et si une telle protection permet de contribuer à la diversité et à la sécurité alimentaire. Donc je remercie beaucoup les présentations qui ont été faites lors de ce colloque de très haute qualité et je tenais à remercier tout particulièrement Monsieur Rastoin pour nous avoir présenté les SAT qui ont un fort potentiel en tant que modèle agricole et alimentaire pour contribuer à la sécurité alimentaire de demain. Et également M. Gariepi, qui, lors d'un atelier hier, nous a présenté le projet des 3 sœurs, qui est en fait un système de polyculture, haricots, courges et maïs, qui nous montre à quel point la culture, au sens connaissance et pratique traditionnelle, et savoir-faire contribuent à atteindre la sécurité alimentaire. Et ce que je retiens de ce colloque, c'est l'importance finalement de prendre en compte ce volet culturel pour adapter des solutions aux contextes locaux. Et en outre, ce que je ressors de tout ce colloque, c'est
l'unanimité à adopter une approche participative, dans le sens où les solutions de demain doivent effectivement venir des instances internationales, nationales, régionales, provinciales, mais également locales, et avec une participation pleine et entière des communautés locales pour assurer la sécurité alimentaire de demain dans notre contexte de changement climatique. Je vous remercie. Bonjour, moi c'est Kabori Nafissa, originaire du Burkina Faso, de la délégation Logique. Je suis une étudiante en industrie agroalimentaire et je m'investis dans la transformation des produits forestiers non ligneux, dans la valorisation des aliments infantiles pour plus de nutrition et tout. Ok, j'ai donc appris lors de ce colloque et retenu que la femme représente plus de la moitié de la population mondiale et donc est la première touchée par l'insécurité alimentaire. Donc, elle est la première à s'investir pour y remédier. Aussi, j'ai constaté que des réflexions sur le plan mondial sont faites, des réflexions en prenant en compte nos réalités, nos situations, nos habitudes, nos coutumes pour l'atténuation des changements climatiques. Aussi, en troisième point, il a été démontré que par des faits empiriques, théoriques, que les changements climatiques est générateur de conflits en 3 secteurs qui sont notamment l'agriculture, l'élevage et la foresterie, d'où la promotion du multisectorialisme. Personnellement, j'ai été encouragée, motivée et inspirée par les interventions de Madame Maria Elena Semedo, directrice générale des ressources naturelles de la FAO, qui nous a exhortés à aller vers un système alimentaire durable pour remédier à la malnutrition, surtout les femmes et les enfants qui souffrent beaucoup d'anémie. C'est donc avec enthousiasme que je rapporte avec moi un bagage qui me permettra d'impliquer les jeunes filles comme moi dans un développement de systèmes alimentaires durables, de participer à un éveil de conscience sur les changements climatiques qui sont une impartialité pour nous. Je vous remercie. Alors, je vous invite à nouveau remercier et féliciter les jeunes qui nous remplissent d'espoir, vraiment. Quel beau témoignage. Et je dois vous souligner en plus que plusieurs d'entre eux ont travaillé jusqu'à très tard hier soir pour remettre des résumés des différentes séances auxquelles ils ont assisté. Donc, c'est doublement remarquable et apprécié. Merci beaucoup à toutes et à tous. Donc, de l'espoir, je pense que le colloque en était porteur à plusieurs égards. D'abord, un espoir au regard de la possibilité de faire tomber les murs qui existent traditionnellement entre la production agricole et alimentaire, la protection de l'environnement et la santé et la nutrition. Donc, ce sont des murs qui sont difficiles à faire tomber. Par contre, on a entendu à plusieurs reprises au cours des 3 derniers jours que des gens demandaient une politique ou des politiques nationales fortes qui, justement, sont en mesure de faire tomber ces murs-là entre ces différents secteurs. Je pense que la meilleure façon d'enseigner, c'est par l'exemple. Et je crois que nous avons donné un excellent exemple à ce sujet dans le cadre du colloque, puisque nous sommes arrivés dans chacune des séances, dans chacun des ateliers, à traiter à la fois ensemble d'environnement, de nutrition de santé et de production agricole et alimentaire. Et ceci, à mon avis, là, d'une manière très, très simple et très facile. Donc, ça veut dire que c'est possible de faire tomber ces murs-là et de réfléchir ensemble à des solutions qui seront efficaces pour relever les défis que posent les changements climatiques. Ce colloque est également porteur d'espoir en raison de la présence de nombreux représentants des communautés autochtones et inuits parmi nous, à titre de conférenciers et à titre de participants.
Je pense que ça confirme très clairement que nous sommes tous unis devant les défis que posent les changements climatiques pour l'alimentation et la nutrition, entre autres. Et ça nous confirme aussi que pour faire face à ce fléau, les différentes présentations des représentants des communautés autochtones et inuits nous ont rappelé qu'il fallait, oui, faire confiance à la science nouvelle, mais aussi ne pas oublier et revenir aux connaissances traditionnelles, locales, des communautés, donc locales et autochtones. Réutiliser les semences, les garder vivantes, réutiliser ces connaissances-là et les garder vivantes. Et ce qui m'a frappée à ce sujet, entre autres, c'est que pour ce faire, je pense qu'il faudra changer beaucoup de mentalité parce que plusieurs personnes, notamment plusieurs producteurs agricoles d'ici et d'ailleurs, continuent de penser que la production à tout prix est la voie d'avenir. Alors, il faudra reconstruire cette façon de penser et leur présenter les choses différemment, à savoir que de s'appuyer sur les connaissances locales ancestrales et communautaires, ce n'est pas revenir en arrière, mais c'est assurer l'avenir. Finalement, ce colloque est porteur d'espoir pour la recherche francophone. Alors, c'est évidemment un point de vue tout à fait, en fait, qui me tient à cœur et tout à fait personnel, mais je pense qu'il sera partagé. Étant professeur à l'Université Laval au Québec, seule province francophone au Canada et en Amérique du Nord, je ne peux passer sous silence l'importance d'un événement international de cette envergure pour la recherche francophone. Je pense qu'on a été à même de constater ici que la recherche francophone et dans la francophonie, non seulement québécoise, mais dans l'ensemble de la francophonie, est très vivante et très riche. Et des événements comme celui-ci nous permettent donc de la transmettre et de l'exprimer au bénéfice de tous. D'où la très grande importance que revêt la nouvelle collaboration entre le Québec et la FAO pour la communauté de chercheurs dont je fais partie. Donc, au-delà de l'espoir, comme nous en parlions avec M. Mébec tout de suite, il ne s'agit pas ici de faire une synthèse, d'abord parce que c'est impossible. Nous avons reçu les rapports des étudiants, on a à peu près une centaine de pages de résumés. Donc, l'idée ici n'est pas de faire une synthèse. Moi, j'aborderai simplement deux grands points, très rapidement, deux grands constats, et je reviendrai sur différentes choses qui ont été amenées et qui m'ont marqué dans le cadre du colloque. Le premier constat, c'est celui où je pense maintenant on est d'avis, on peut le dire, que dans les régions nordiques, il existe des problèmes graves d'insécurité alimentaire et nutritionnelle en raison des changements climatiques, que ces problèmes sont à la fois spécifiques à ce territoire, à ces communautés, mais également très similaires parce que tout aussi dramatiques et préoccupantes que d'autres situations dans des communautés plus au sud. Les différentes présentations au sujet de la situation dans le nord du Québec et d'ailleurs nous ont permis de mettre en lumière certains éléments qui sont fondamentaux. Notamment, ces présentations nous ont permis de nous rappeler à quel point l'alimentation est culturelle. S'alimenter est un geste culturel, symbolique et comme Solène l'a très clairement dit tout à l'heure, les solutions d'adaptation au changement climatique doivent tenir compte de cet élément-là, donc du fait que l'alimentation est culturelle. On a compris qu'on ne peut pas transformer un chasseur, pêcheur, cueilleur en agriculteur. Par contre, ça ne veut pas dire que ces communautés-là n'ont pas droit à avoir accès à des fruits et légumes frais à des prix décents. Donc, c'est un défi qui est énorme et que nous devons relever, et nous l'avons compris, avec eux. En visant une autonomisation de leur communauté, donc cesser d'être continuellement soumis à l'exportation de produits, comme on l'a vu, alimentaires à des prix à des prix inacceptables, tout en aussi donc respectant leur mode de vie. D'ailleurs, dans les présentations sur le Nord, il est revenu fréquemment l'élément suivant, c'est-à-dire le lien entre la santé physique et psychologique des communautés et les impacts des changements climatiques sur l'alimentation qu'ils subissent.
Donc, cet élément-là, peut-être que dans d'autres sociétés, on s'est éloigné un peu de cette réalité, mais on doit, je pense, apprendre, entre autres, de ces différentes présentations, que ce lien-là entre santé psychologique et physique des communautés et l'alimentation, il est réel, il est très fort, et ici comme ailleurs. Ces présentations aussi, je terminerai là-dessus pour le Nord, mais les présentations sur les situations dans le Nord nous ont aussi rappelé l'interrelation entre justement l'agriculture, la protection de l'environnement, puis la production alimentaire. On ne peut pas traiter de l'un sans traiter des autres. Et les situations dans le Nord nous l'ont très bien démontré parce que plusieurs facteurs d'insécurité alimentaire qui nous ont été présentés, comme la pauvreté, les problèmes de gouvernance, justement la soumission aux importations de produits du Sud, sont autant de facteurs qui limitent ces communautés et qui les empêchent de bien s'adapter aux effets des changements climatiques. Donc, il nous faut absolument, et ça c'est un constat aussi général de l'ensemble du colloque, aborder la question de manière holistique et donc faire tomber ces fameuses barrières. Le dernier grand constat, je terminerai là-dessus pour céder la parole à mon collègue, c'est, je pense, celui des systèmes alimentaires territorialisés ou locaux. Nous avons abordé ces questions de différentes manières, mais il ressort donc de l'ensemble des intervenants en santé, en nutrition, en environnement, en droit et dans les autres sciences que c'est l'avenue à prioriser pour, comme une des solutions pour une adaptation et une adaptation au changement climatique au regard de l'alimentation et de l'agriculture. De par la nature de ces systèmes qui sont beaucoup plus axés ou formulés autour des impératifs du développement durable, on y place la nature au cœur de ce système, donc la nature qui comprend l'homme et qui n'est pas que l'homme. Et donc, la nature de ces systèmes alimentaires, on l'a dit aussi, fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus à même de faciliter la mise en œuvre de droits fondamentaux, de droits économiques, sociaux, comme le droit à un travail décent, le droit à l'alimentation, entre autres, et beaucoup d'autres, mais aussi de faire en sorte, et on l'a vu, je ne suis pas inquiète pour les recherches de l'avenir sur le rôle et les conditions de la femme en matière alimentaire avec ce qu'on vient d'entendre dans le secteur alimentaire. Mais donc, ces systèmes plus territorialisés offrent définitivement une opportunité pour mieux protéger, reconnaître et favoriser donc le rôle des femmes dans les systèmes alimentaires. Bon, j'avais écrit plusieurs choses, mais évidemment, les exemples qui nous ont été donnés de ces systèmes alimentaires-là à la séance qui s'appelait « Nourrir les villes » sont très, très inspirants. Donc, c'est possible de mettre sur pied des systèmes alimentaires. Il existe, donc malgré ce qu'on a entendu et ce qu'on peut dire sur les accords commerciaux internationaux, il reste un espace juridique et politique pour développer ces systèmes alimentaires plus favorables. Et par contre, comme on l'a dit, il reste beaucoup de travail à faire, mais à partir du moment où on s'entend sur ce constat, il nous faut encore continuer à travailler ensemble pour développer cette mise en œuvre de ces systèmes, la gouvernance nécessaire à bien les faire fonctionner et l'encadrement juridique aussi, parce que ce sont des systèmes qui ont été laissés pour compte par le droit, entre autres, parce que ce droit-là a été plutôt... l'accent a plutôt été mis sur le système alimentaire mondialisé dans les dernières années. Donc, il faut, comme je le disais, reterritorialiser notre réflexion, reterritorialiser le droit, entre autres. Donc, 2 constats, puis je laisse mon collègue poursuivre pour la suite. Merci beaucoup. Bonjour. Une fois encore, merci véritablement à tout le monde, à tous les organisateurs et tous ceux qui ont permis le succès de cet événement. Merci à tous ceux qui ont pris les abondantes notes que nous avons essayé de lire cette nuit avec Geneviève. Il est impossible de faire une synthèse et de rendre compte de tout ce qui a été dit. Et ce n'est pas l'objectif. Enfin, l'objectif de cet événement n'était pas d'arriver à des espèces de messages... messages clés partagés par tout le monde. Bien au contraire,
Et on m'a plusieurs fois demandé quelles étaient les attentes de la FAO vis-à-vis de cet événement. Et je vais peut-être essayer de les résumer en 2 points et puis de montrer comment cet événement y a répondu au-delà de toutes attentes. Et puis combien il a aussi répondu au-delà de toutes attentes à mes espoirs personnels sur l'événement. Alors, il y a un premier point très important qui a été rappelé par Sophia Murphy pour le HLPE, c'est qu'il y a eu une période où beaucoup ont oublié que la sécurité alimentaire était un sujet. On a oublié, enfin, la nourriture arrive facilement dans les assiettes et on ne se pose plus de questions, même s'il y en a d'autres qui ont faim ailleurs. Et la crise alimentaire de 2008-2009 a été l'occasion de rappeler qu'avoir de la nourriture dans son assiette ne va pas de soi. Et pour la FAO, il est extrêmement important qu'on ne l'oublie plus jamais. Parce que c'est uniquement en ne l'oubliant plus jamais que l'on fera les investissements qu'il faut dans tous les pays pour que l'on puisse assurer la sécurité alimentaire et une bonne nutrition, et ce, dans un contexte où les choses vont changer tout le temps. Voilà. Donc c'est vraiment... Et pour ça, il y a besoin de voix, et de voix singulières, qui racontent des histoires qui frappent en 2 minutes. Voilà. Autrement, les gouvernants, partout, et tous autant que nous sommes, on aura tendance à l'oublier. Et on aura tendance à l'oublier aussi parce que, comme ça a été dit hier, c'est très difficile de penser et d'admettre le bouleversement que l'homme a créé envers la nature. Et je dirais même, puisque maintenant le concept est y compris utilisé par des dirigeants de pays occidentaux, mère nature. Et donc, on a besoin d'être capable de penser ce changement pour pouvoir l'accompagner. Et sans doute, et ça c'est aussi une des choses que je retiens, que le moyen de le penser, de l'admettre et de l'accompagner, bien sûr, il faut les jeunes parce que c'est eux qui le feront, mais on a besoin de l'enraciner quelque part, évidemment dans le sol, mais aussi dans le passé et dans la tradition. Et à la fois la science nous rappelle les grands bouleversements du passé, mais aussi les cultures utilisent les grands bouleversements du passé et la manière dont nous avons pu les surmonter dans les générations précédentes pour pouvoir penser le bouleversement d'aujourd'hui, même s'il est beaucoup plus rapide. Et ça, je crois que pour moi, c'est vraiment un des points très très importants. Repenser à ces grandes transformations très profondes, parce que nous vivons une transformation très profonde. Enfin, beaucoup de scientifiques parlent d'anthropocène. Hein. Voilà, donc ça c'est, il y a vraiment besoin de montrer ces changements. Et évidemment, ce qui se passe dans le Grand Nord, le Nunavik, est un des précurseurs de bouleversements que nous connaîtrons partout dans le monde à des moments différents ou que nous connaissons déjà. Donc ça, c'est vraiment des images très fortes. Et on a besoin d'images très fortes. Vous savez, en France, il y a Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. C'est de ça dont on a besoin, mais pas juste une fois. Et c'est aussi important parce qu'on s'est mis d'accord sur des grands accords globaux, l'accord de Paris, les objectifs de développement durable. Bon, pour ça, on a besoin d'un accord global, d'un consensus. Mais les solutions, elles sont locales et très diverses. Et à ce moment-là, il faut des acteurs très différents et des solutions très différentes. Je retiens aussi... Alors, ça participe un peu de cette espèce d'angoisse vis-à-vis du changement. Beaucoup l'ont dit, on ne peut plus prévoir. Et donc, il faut penser des systèmes et des manières pour gérer le fait qu'on ne peut plus prévoir. J'ai aussi noté qu'il y a, et ça peut aussi être un des moyens de nous aider à faire face à ces changements absolument extraordinaires, des analogies très fortes entre des situations apparemment très différentes. Et le Grand Nord partage, par exemple, beaucoup des contraintes et donc des difficultés des petits États insulaires. Hein. L'insularité, dans un cas, c'est de l'eau, dans l'autre, il n'y a pas d'autre moyen de transport que l'avion. Une situation nutritionnelle qui est déjà très difficile, avec souvent les mêmes caractéristiques, par exemple le taux de diabète. Des systèmes alimentaires traditionnels menacés par le changement, déjà menacés par les bouleversements actuels, auxquels s'ajoute le changement climatique.
et en même temps de grandes difficultés à importer des produits, en particulier des produits frais. Et donc il y a vraiment, enfin, l'un aide à penser l'autre, si j'ose dire, et les deux aident à penser ce que peuvent être les bouleversements que nous connaîtrons dans tous nos systèmes agricoles et alimentaires. Et alors, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est qu'on a eu très peu de descriptions d'impact, ou presque pas, sans qu'immédiatement il y ait des solutions. Et ça, c'est extrêmement impressionnant. Alors, ça tient en partie au choix des participants, bien sûr, qui sont des acteurs, et puis des jeunes. Mais c'est vraiment porteur d'espoir. Et alors, je regrouperai enfin, juste insister un peu sur des catégories qui orientent les solutions. D'abord, l'importance des approches au niveau des territoires, l'importance de la transformation, on parle de système alimentaire, et le rôle absolument clé des femmes et des savoirs des femmes dans les transformations des aliments, les chaînes de valeur d'une manière générale, et au-delà, la question des marchés et de quel rôle ils doivent jouer. Et puis beaucoup de choses dans les solutions, évidemment la biodiversité, mais par exemple le topinambour, enfin, dont on parle comme une solution du futur et dont parlait ma grand-mère, parce qu'on en mangeait pendant la guerre. Et ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'utilisation du passé. Le mil, le système Smart Ice, déjà mis en place pour observer les modifications de l'écosystème qui ont déjà un impact. Et c'est de ce type de système-là que l'on a besoin dans tous les écosystèmes. Et puis des solutions comme COP Carbone qui font participer l'ensemble des acteurs du secteur privé. Et l'importance de ce lien avec la transformation et la mise en marché, avec vraiment une vraie question économique, parce qu'on a beaucoup parlé des marchés locaux, des systèmes territorialisés, mais il y a aussi cette question de l'urbanisation croissante et donc de mégalopoles qui ne peuvent se nourrir uniquement avec le territoire qui est proche d'elles. Donc il y a aussi à faire ce pas vers les grands marchés, si j'ose dire, et aussi, parce que ça a été beaucoup dit, si on veut diversifier, il faut des débouchés pour les produits, et il y a donc tout cela à penser. Et donc en fait, ce vers quoi on va, c'est des transformations des systèmes, et c'est ça qu'il faut penser. J'ai beaucoup aimé la notion de qualité totale parce que c'est bien ça qui parle aux consommateurs, et qu'on souhaiterait, bon pour la santé, bon pour l'environnement, bon tout court. Malgré tout, je suis français, on est au Québec. Et puis, mais qualité totale, ça veut aussi dire que c'est adapté aux consommateurs et à la culture. Et par exemple, un produit comme, on peut manger des criquets, mais c'est plus facile sans doute sur le continent américain sous forme d'une barre énergétique. Et le marché, c'est plutôt les sportifs. Donc, il y a aussi une adéquation à la culture à penser, en particulier quand on parle de nourriture. Et alors, peut-être quelques éléments pour conclure sur l'après. Donc on va exploiter autant qu'il est possible toute la matière qui a été recueillie, en insistant aussi sur le fait que, vraiment compliment aux organisateurs, sur le fait que la forme du colloque, elle correspondait aussi un peu à la substance qu'on voulait recueillir, des perspectives très différentes, des voix singulières, des images, des solutions, dans les sessions, dans les couloirs, dans les repas, voilà. Et c'est bien tout ça, cette espèce de foisonnement de solutions et d'idées, d'abord qui est très enthousiasmant, et puis qui montre aussi ce qu'il faut faire. On a beaucoup parlé de la recherche, on a aussi beaucoup parlé des savoirs traditionnels, et quand je parle de savoirs traditionnels, c'est à la fois les savoirs qui arrivent de toute la lignée, si j'ose dire, et puis les savoirs qui sont souvent les mêmes, mais pas nécessairement, que détiennent par exemple les femmes qui jouent ce rôle crucial dans les systèmes alimentaires. Et il y a cette question de comment on mobilise tous ces savoirs très différents, et y compris comment on mobilise le savoir d'un continent différent vers un autre continent, comment on déplace, comment on transpose des idées. Et ça, c'est vraiment de l'innovation. L'innovation, ce n'est pas seulement inventer une nouvelle technique, c'est de l'innovation sociale, de l'innovation institutionnelle. On aura besoin d'innovation légale si on veut pouvoir supporter toutes ces initiatives. Et ça passe aussi par de la coordination d'acteurs.
au niveau des territoires, au niveau des chaînes de valeur, mais aussi par des coordinations très très loin, et ça c'est un excellent exemple ici. Bien sûr, avec un objectif de soutenir des démarches individuelles, des personnes, les jeunes, les femmes, les peuples autochtones, ceux qui veulent faire quelque chose. Alors en jargon institutionnel, on dirait un porteur de projet, mais ça peut même être c'est aussi un projet individuel, ça peut être des projets de territoire, etc. Alors ça suppose, et c'est là où nous sommes interpellés en tant qu'institution, et où surtout on interpelle la session suivante, comment on soutient tout ce bouillonnement, comment on fait que ça va pouvoir durer pendant toutes les années où ça va changer. Il faut des organisations, il faut des institutions, il faut des moyens humains et financiers. Voilà, donc j'aurais envie de dire, il y a de la motivation, et vraiment ça fait plaisir, de l'enthousiasme, plein d'idées, plein de choses qui se font. La question maintenant qui se tourne vers les institutions, y compris vers nous, et on en parlera tout à l'heure avec la ministre, hein, notamment, comment soutenir tout ça, comment faire que vous puissiez continuer à faire et qu'il y ait un après. Voilà, merci beaucoup.